Madame, Monsieur, c'est encore et toujours un réel plaisir pour nous de vous compter parmi nous pour suivre cette émission des questions environnementales et du développement durable. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre émission produite par la rédaction de l'agence Galaxy Media. Nous allons parler aujourd'hui de la journée mondiale des zones humides. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par zone humide et pourquoi cette journée mondiale célébrée à travers toute la planète? Je vous le rappelle déjà, c'est une journée qui est célébrée le 2 février de chaque année. Et pour en parler, nous avons approché M. Fleury Nyamoga, qui est spécialiste des questions de changement climatique, un passionné en tout cas des questions environnementales. M. Fleury Nyamoga, qu'est-ce qu'on peut d'abord comprendre par zone humide? C'est quoi pour nos téléspectateurs? Dans l'univers, l'eau a toujours été associée à la vie. Lorsqu'on fait l'exploration, qu'on recherche des traces de vie sur une planète, on recherche en même temps des traces, des indices de présence d'eau. Parce qu'on sait que l'eau contient la plupart des ingrédients qui favorisent la vie. La vie, c'est-à-dire dans les formes que nous la connaissons sur la Terre. S'il y a d'autres formes de vie différentes de celles que l'on connaît sur la Terre, peut-être qu'il y a un autre environnement dans lequel elle peut commencer. L'évolution de la vie sur la planète Terre a aussi commencé dans l'eau. C'est de l'eau que sont sortis les premiers éléments de la vie pour aller coloniser la terre ferme. Mais aussi c'est le milieu marin, c'est le milieu associé à l'eau qui continue à entretenir la vie même aujourd'hui. Parce que s'il y a un déséquilibre important dans le milieu marin, c'est toute la chaîne alimentaire qui arrive jusqu'à entretenir les prédateurs au plus haut niveau de la chaîne alimentaire qui seront affectés. Donc la vie, là, les planctons qui sont dans l'eau sont à la base même de ma vie à moi en tant que prédateur sur le sommet de la chaîne alimentaire. Donc les milieux humides dans le contexte de la planète Terre, c'est tous les milieux dans lesquels on trouve un certain niveau de concentration d'eau. Évidemment, il y a aussi des molécules d'eau même dans l'atmosphère, mais là on les exclut lorsqu'on est en train de parler des zones humides. On parle surtout des écosystèmes en milieu terrestre où il y a de l'eau. Et on commence par les fleuves, les milieux marins, tous les cours d'eau, mais on entre beaucoup plus spécifiquement dans les zones marécageuses, là où il y a une combinaison de boue, d'eau, de matière végétale, etc. Et tous ces écosystèmes sont appelés des zones humides. Ils présentent un intérêt particulier pour la vie sur la Terre, pour l'équilibre des systèmes terrestres, parce qu'ils entretiennent un certain nombre de réactions chimiques qui continuent à permettre à ce que la vie soit maintenue dans l'état où elle est. Notamment, d'abord, évidemment, la production alimentaire à la base, parce que les planctons qui sont vraiment à la base de la chaîne alimentaire sont produits en milieu humide, dans les eaux, les cours d'eau, mais aussi ils permettent un certain nombre de réactions chimiques qui sont dans le cycle de la plupart des éléments qui composent notre atmosphère terrestre, notamment le méthane, le carbone, etc. Ce sont des milieux qui, s'ils étaient supprimés de la Terre, il y a une bonne partie de la vie qui disparaîtrait. D'accord. Alors, pourquoi, par exemple, célébrer une journée comme ça? Bien sûr qu'il y a cet intérêt-là, cette vie qui prend naissance dans ces zones humides. Est-ce qu'une journée mondiale des zones humides a-t-elle sa raison? Et la plupart des zones humides sont des puits naturels de carbone. C'est parmi les milieux qui permettent à ce que les excédents de carbone, c'est-à-dire de gaz à effet de serre qui ont une certaine équivalence en carbone sur le plan de leur potentiel de réchauffement climatique, puissent être séquestrés, puissent être retirés de l'atmosphère et enterrés. C'est ainsi qu'on a pensé que dans le cadre de la dynamique mondiale qui a été engagée pour la lutte contre les changements climatiques, il faudra à chaque moment rappeler à l'humanité l'importance que revêtent ces zones
humides, oui. en dehors des autres fonctions écologiques qu'elles accomplissent évidemment, dans la lutte contre les changements climatiques. Donc ce sont des écosystèmes que l'homme doit continuer à maintenir pour d'abord maintenir leur capacité de séquestration de carbone, l'augmenter si possible par certaines pratiques de gestion de ces zones humides, oui. Et surtout exploiter, parce que toutes ces zones humides constituent aussi des zones que l'homme aussi habite d'une certaine manière. Les exploiter de la manière la plus rationnelle possible afin de maintenir toutes leurs fonctions écologiques et de manière plus spécifique dans ce contexte, leur potentiel de lutte contre les changements climatiques. Alors justement, le thème exploité cette année, c'est zones humides et changement climatique. Oui. Est-ce que la quintessence même de ce thème par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que le thème va de pair avec la situation actuelle? Il y a eu plusieurs pratiques dans le passé qui tendaient à éliminer les zones humides, justement, à réduire leur emprise sur la terre ferme. Par exemple, on a vu nous-mêmes combien de marais on a asséché pour permettre que l'agriculture puisse se faire sur certains espaces, ou bien pour ériger des habitations, des logements. On a dû assécher des marais en tenant compte seulement du besoin qu'il y avait de pouvoir avoir de la terre ferme. Même jusqu'aujourd'hui, on fait beaucoup de drainage de zones humides, c'est-à-dire on élimine l'eau pour l'envoyer vers des endroits où il sera évacué, afin de pouvoir dégager des espaces de vie. Je ne veux pas qualifier cette pratique de totalement négative, parce que ça fait partie des besoins de l'homme pour continuer à maintenir sa survie sur la planète. Mais en même temps, on voudrait mettre l'accent sur l'importance de conserver ces zones-là dans une certaine proportion, parce qu'on a fini par découvrir leur rôle réel en tant que puits naturel qui séquestre le carbone, oui. Ou bien milieux dans lesquels se passent certaines réactions chimiques, par exemple en rapport avec le méthane, dans la décomposition des plantes, etc., pour garder un cycle de vie de certaines matières qui est favorable à la lutte contre les changements climatiques. Donc, si je comprends bien, les zones humides participent réellement à la lutte contre le changement climatique. Oui, en tant que puits de carbone par excellence. Et donc, il ne faut pas perturber les stocks de carbone qui sont déjà contenus dans ces zones humides avec des activités qui peuvent permettre à ceux que ce stock puisse s'échapper. À titre de rappel, il n'y a pas beaucoup de puits naturels de carbone. D'abord, il y a évidemment les formations géologiques, c'est-à-dire le sol et tout ce qu'il peut contenir. Il contient du carbone. Il y a les fonds marins, c'est-à-dire après avoir dépassé la surface de la mer à une certaine profondeur, on commence à trouver des stocks de gaz à effet de serre. Lorsque je parle de carbone, il faut voir tous les gaz à effet de serre qui ont un effet sur le réchauffement climatique. Et il y a ces zones humides qui sont une combinaison de la matière organique avec la matière minérale et l'eau. Et elles ont une certaine capacité de séquestration de carbone qui est malheureusement très fragile, parce qu'il y a une grande compétition entre les éléments, les êtres vivants dans ces écosystèmes pour améliorer leurs conditions de vie. L'homme, par exemple, il cherche à se débarrasser de tout ce qui est marécage pour bien vivre. Les parasites cherchent chacun à entretenir une certaine forme d'existence dans ces zones marécageuses surtout. Et si on continue à ne pas prendre conscience de leur importance dans la lutte contre les changements climatiques, on risque d'aggraver le phénomène qui a déjà atteint un niveau où l'homme n'arrive plus vraiment à le maîtriser. Les zones humides peuvent retenir 30% de carbone, comme nous sommes en train de parler de la séquestration de carbone, 30% de carbone, mais aussi ces zones humides couvrent 3% de terre sur notre planète. Êtes-vous de cet avis? Toutes ces évaluations qui sont faites, il y a une autorité scientifique qui a été établie pour essayer de quantifier, pour essayer de mener la réflexion scientifique sur toutes les questions en rapport avec les changements climatiques. Et
Elle est liée à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et c'est ce groupe d'experts qui essaye de faire les calculs scientifiques nécessaires pour chiffrer les différents éléments en rapport avec ça. Elle publie périodiquement des rapports annuels d'évaluation où on essaie de quantifier tous les paramètres et de faire des projections scientifiques sur base desquelles les politiques vont décider. Et lorsque cette instance avance des chiffres comme cela, c'est à l'issue de travaux scientifiques qui ont quand même un sérieux, qui a déjà fait ses preuves depuis des années. Bien que, évidemment, jusqu'aujourd'hui, il existe toujours des climato-sceptiques qui sont là pour contredire tout ce qui est en rapport avec les changements climatiques. Mais je donne quand même une grande crédibilité à ces chiffres parce qu'ils nous ont déjà permis d'éviter plusieurs catastrophes et d'orienter les décisions vers des actions qui peuvent aider à mieux gérer les écosystèmes terrestres. Alors, M. Fleury, je vais revenir à vous. Nous avons posé la question à Maître Éric Kassongo, qui est coordonnateur du Centre congolais de droit pour le développement durable, à qui nous avons posé la question sur les zones humides, effectivement. Quelle est leur importance? À quoi peuvent-elles servir? Et la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle peut apporter une solution au changement climatique par rapport au thème, bien sûr, zones humides et changement climatique? Nous allons l'écouter. Et avant de revenir à notre invité, nous écoutons donc Maître Éric Kassongo, coordonnateur du Centre congolais du droit pour le développement durable. Les zones humides renvoient à une très grande convention qui a été signée vers les années 70 pour protéger justement tout ce qu'on considère comme marécage, ainsi de suite. C'est une convention qui s'appelle la convention de Ramsar. La convention de Ramsar a été ratifiée par la RDC depuis 1996 et la RDC depuis possède plusieurs zones humides qui ont été considérées comme des sites Ramsar. Parce que lorsque une zone humide est déclarée comme telle, elle reçoit le statut de site Ramsar. Nous en avions 4 et récemment, je crois en 2017, grâce aux efforts d'une ONG internationale, il y a eu une zone humide supplémentaire qui s'est ajoutée dans le bassin de la Loufira. Donc la RDC possède actuellement 4 zones humides, grandes zones humides, qui sont des grands bassins qui contiennent beaucoup d'eau douce et qui sont considérés comme les plus importants dans les bassins du Congo et même dans une certaine mesure dans le monde. Et donc ce sont des zones qui sont protégées compte tenu de leur importance sur le plan environnemental. Et voilà, la RDC a cette opportunité de posséder ces grands bassins qui permet à ce qu'ils puissent jouer un rôle important pour la stabilisation de l'équilibre planétaire. Voilà, effectivement, est-ce que la RDC peut être comptée réellement parmi ces pays qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques dans le cadre, bien sûr, de ces zones humides et en rapport, évidemment, avec le thème de cette année, zones humides et changements climatiques? Est-ce que la RDC peut être comptée et ce, par rapport à quoi? La RDC peut être comptée parmi les pays qui contribuent justement à cause de l'importance de ces bassins, comme je viens de vous le dire. Ce sont des bassins qui contiennent des masses d'eau douce les plus vastes au monde. En plus de cela, elle possède aussi ce qu'on appelle les tourbières, qui forment un énorme puits carbone, jouant un rôle essentiel dans la régulation du climat. Avant, nous savions qu'il n'y a que les forêts et les arbres qui peuvent être considérés comme puits carbone pour stocker les carbones et donc réguler les climats. Mais bien récemment, nous avons découvert, en tout cas les scientifiques nous ont fait découvrir que les tourbières pouvaient stocker une quantité importante de carbone et que cette quantité, une fois exposée, pourrait aggraver la situation du réchauffement climatique telle qu'elle est actuellement. Vous avez récemment suivi la publication du énième rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a de nouveau lancé une sonnette d'alarme pour dire qu'il
il n'y a pas eu beaucoup de progrès en termes de réduction des émissions des gaz à effet de serre parce que les États n'ont pas fourni d'efforts. Donc vous voyez à quel niveau se situe la RDC dans son rôle de stabilisation du climat aujourd'hui. On disait déjà qu'il était le deuxième poumon mondial en termes de forêt. Maintenant, avec la découverte de ce qu'une grande quantité des zones humides stockent une importante quantité de carbone, eh bien, le rôle de la RDC se retrouve découplé ou bien doublé dans le rôle qu'il doit jouer dans les concerts des nations, justement pour la stabilisation du climat mondial. Voilà, retour sur ce plateau avec M. Fleury Nyamoga, toujours sur cette question des zones humides. Une journée célébrée le 2 février de chaque année. Monsieur Fleury, parmi ces zones humides figurent bien sûr, il y a les tourbières, il y a les prairies, les lagunes, les mangroves et ainsi que d'autres. Est-ce que la RDC se retrouve dans cette énumération pour confirmer réellement que la RDC c'est un pays de grands enjeux sur le plan environnemental? L'actualité environnementale, ces dernières années, je crois les 2 dernières années, a été fortement marquée par la découverte d'importantes tourbières dans la République démocratique du Congo. Elle couvre une zone géographiquement très étendue et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini d'évaluer leur capacité de séquestration de carbone ni le stock de carbone qu'elles contiennent. Mais on leur a trouvé un rôle capital dans la lutte contre les changements climatiques. Donc ce potentiel de séquestration vient s'ajouter à celui qui existait déjà dans les forêts. Nous avons aussi toute la zone côtière. Nous avons quand même 40 km de zone côtière dans le Bas-Congo. Avec Mwanda. Oui, avec Mwanda. Il y a beaucoup d'autres zones humides en RDC qui doivent faire l'objet particulière de dispositions spécifiques pour la conservation de leur capacité de séquestration. La grande équation qui se pose pour la RDC et pour la communauté internationale, elle a toujours un certain nombre d'inconnus. Comment arriver à concilier le besoin des communautés qui habitent déjà ces tourbières de subsistance quotidien avec le besoin de préserver leur capacité de séquestration de carbone. Parce qu'il est évident que les populations qui n'étaient pas informées jusque-là n'avaient pas nécessairement développé des pratiques qui sont dans le sens de continuer à favoriser ces 3 ans. Maintenant, ça c'est la première équation. Comment concilier le besoin de ces populations de continuer à vivre et le besoin de préserver la capacité de séquestration de ces tourbières. Deuxièmement, comment compenser la RDC pour le manque à gagner qui pourrait provenir des mesures spécifiques de conservation qui seraient prises en rapport avec ces tourbières. Et troisièmement, comment donner à la RDC la capacité technique, financière de jouer un rôle pour conserver effectivement ces tourbières. Et lorsque vous voyez la réponse à toutes ces 3 questions, malheureusement, elle se retrouve en dehors de la RDC elle-même. C'est-à-dire que la RDC peut manifester toute la bonne volonté, elle est déjà vraiment engagée en plein dans le processus de lutte contre les changements climatiques à travers plusieurs processus qui sont en cours au pays, mais il s'est toujours posé ces 3 problèmes-là. Les communautés qui doivent changer leur mode de vie, comment les accompagner techniquement et matériellement. Deuxièmement, le pays qui doit mettre en place un certain nombre de projets, programmes. Comment appuyer financièrement, techniquement ces programmes pour qu'ils puissent réellement contribuer. Et troisièmement, finalement, comment on pose toujours la fameuse question de la conservation. La conservation, on l'a fait pour qui? Pour qui? Oui. Il faut permettre au Congo de mettre en place des politiques et des programmes et des projets susceptibles d'aider, de continuer à préserver la capacité de ces tourbières qu'on est encore en train de découvrir. Oui. Déjà, tout le travail scientifique qui se fait autour des tourbières se fait très souvent en dehors des Congolais eux-mêmes. Ils ne sont pas vraiment impliqués là-dedans. Nous apprenons des choses. Les autres viennent découvrir. Les autres viennent découvrir, nous apprenons.
pratiquement la plupart des choses qui se découvrent en RDC, c'est d'autres personnes qui viennent les découvrir. Ouais. Comment associer le chercheur, le scientifique, l'écologiste congolais dans tout ce travail afin qu'il puisse être impliqué, même scientifiquement déjà, dans toutes les réflexions autour de toutes ces zones humides. Voilà le genre de choses qui devraient pousser, qui devraient nous motiver, qui devraient constituer une matière à réflexion. Dans le cadre de cette journée, une célébration, c'est pas une seule journée, on décrète une journée, toute l'année, oui. On peut continuer à célébrer pendant un mois, une année, selon l'importance du sujet. C'est le genre d'activité de réflexion qu'on pourrait mener et qui pourrait permettre peut-être d'amorcer quelques réponses à cette problématique. Voilà, zone humide et changement climatique, c'est donc le thème de cette journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année. Et durant toute l'année, comme l'a d'ailleurs si bien dit M. Fleury, il faut célébrer, il faut organiser des activités qui rentrent dans le cadre, bien sûr, de la protection de ces zones humides. Mais M. Fleury, la RDC, c'est un pays de grands enjeux, oui. Mais il y a des défis à relever. Et particulièrement pour ce qui concerne, bien sûr, cette journée ou ces zones humides que la RDC détient, parce qu'on a les tourbières, on a les zones marécageuses. Vous avez parlé des Mwanda, même si les côtes sont en train d'être érodées à tout bout de champ. Quels sont aujourd'hui les défis dans le cadre de la protection même de ces zones humides pour la République démocratique du Congo particulièrement? J'ai cité un certain nombre d'équations qu'il faut résoudre. Oui. Le grand défi, et il faut toujours poser la question, le Congo peut apporter une contribution capitale à la lutte contre le changement climatique. Oui. Comment pouvoir récupérer une contrepartie dans sa contribution-là? Vous savez, on a terminé la période de mise en œuvre du protocole de Kyoto qui a organisé tout le marché du carbone. Beaucoup de pays ont tiré beaucoup de dividendes des dispositions de ce protocole de Kyoto. La RDC, rien. On est dans le processus RED+. Même les financements qui sont promis dans le cadre des différents fonds qui sont mis en place, il y a très peu qui se réalisent effectivement dans la RDC. Dernièrement à Pologne, à la dernière convention, il y a même eu ce qu'on a appelé les fonds catalytiques qui ont élu un certain nombre de projets, mais jusque-là, rien. Mais on dit que la RDC est un pays pilote dans les questions de RED. C'est un pays pilote dans les questions de RED. Toute la période de préparation a bénéficié d'un certain accompagnement de la communauté internationale. Mais par exemple, il y a des questions qui sont au centre de ce processus et qui n'ont pas reçu une attention suffisante. Par exemple, aujourd'hui, nous avons plusieurs opinions qui sont en train de se lever sur les résultats de l'étude sur les moteurs de la déforestation qui a été conduite au Congo et qui était essentielle pour orienter la stratégie nationale RED+. Oui. Mais on a oublié que lorsqu'il fallait faire cette étude, avec un protocole qui avait été développé de connivence avec l'Université catholique de Louvain, l'État congolais, la société civile, le secteur privé, ils ont développé ensemble un protocole pour mener cette étude. On s'est buté à un problème, il n'y a pas d'argent pour mener l'étude de manière coordonnée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour contester les résultats de cette étude. Si on continue à poser toujours la question des moyens lorsqu'il s'agit de faire de bonnes évaluations pour mieux encadrer les actions, on sera toujours en situation incertaine quant à notre contribution dans la lutte contre le changement climatique. Il y a toute la politique environnementale que la RDC est en train de déployer, notamment son engagement à multiplier les zones de conservation, son engagement vis-à-vis de la réduction des émissions dues à la déforestation, à la dégradation forestière. Mais on voit tout ce qui se passe dans le secteur de la foresterie. Au-delà de la simple question de mieux organiser la traçabilité des produits de l'exploitation forestière. Ça pose des problèmes de quelques moyens qu'il faut mettre à la disposition des experts pour finaliser le travail qui reste à faire pour mettre en place un système de traçabilité qui est très efficace. Après, on va se plaindre que la déforestation est galopante. Il y a toute la déforestation due à des causes
autres que l'exploitation forestière industrielle. Par exemple, les besoins en énergie, le bois énergie, par exemple l'exploitation non informelle qui représente d'ailleurs le gros de l'exploitation forestière. Mais on ne peut pas mettre en place des politiques. On peut mettre en place des politiques. Je vais par exemple parler de la foresterie communautaire, qui a été une réponse pour essayer d'améliorer la contribution des communautés à la conservation de la forêt, tout en leur permettant de bénéficier d'un certain nombre d'avantages financiers à travers les concessions des forêts des communautés locales. Mais même ce processus a du mal à trouver l'accompagnement adéquat pour mettre en place, par exemple, la capacité locale des institutions de jouer leur rôle dans l'organisation de la foresterie communautaire. Et les communautés manquent de moyens d'accompagnement pour exploiter les forêts là qu'on leur attribue comme concession. Les gens sont prêts à accompagner juste pour avoir des concessions, et une fois que les communautés ont des concessions, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Donc si la communauté internationale continue à tenir ce double langage, d'une part, on encourage les États à mettre en place des politiques, et d'autre part, on fait valoir le manque de moyens financiers pour les accompagner. Je ne pense pas qu'on arrivera à grand-chose dans la lutte dans laquelle le Congo est engagé. Et c'est une problématique qui revient à toutes les COP, à toutes les conférences des partis. On a toujours un agenda financier terrible, mais d'abord on ne veut pas prendre de décisions financièrement contraignantes. Et lorsqu'on fait passer le chapeau, il y a très peu de gens qui font tomber quelque chose. Voilà le drame. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, Tant qu'on n'a pas encore accepté de payer le prix de l'adaptation et de la mitigation, on ne pourra pas vaincre les changements climatiques. Monsieur Fleury, est-ce qu'on peut dire que grâce peut-être à ces différentes zones humides que la RDC est parfois épargnée des ouragans, des tempêtes de froid ou de chaleur, ou de tout ce qui peut venir comme conséquence de manque de zones humides? Oui, vous savez, les zones très sèches, les écosystèmes très secs connaissent des phénomènes naturels beaucoup plus intenses que ceux qu'on trouve dans des zones où il y a quand même un certain niveau d'humidité. Et bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup d'études scientifiques qui aient établi une corrélation directe entre l'importance des zones humides et l'intensité de certains phénomènes naturels extrêmes, des événements climatiques extrêmes, il est quand même noté que dans des zones où il y a une bonne exposition à l'humidité, d'abord les températures sont plus clémentes, ce qui est déjà quelque chose d'important. Ensuite, on a une disponibilité de l'eau qui permet à ce que les végétaux ne soient pas trop stressés, et on a une bonne croissance des végétaux, ce qui permet quand même de résorber beaucoup plus de carbone et peut-être d'isoler les milieux des vents extrêmes, etc. Bref, on ne peut pas nier que les zones humides puissent contribuer d'une certaine manière à adoucir davantage les climats. Le climat méditerranéen que tout le monde aime, c'est un climat qui n'existe qu'autour des zones très humides. On connaît l'est du pays, qui est considéré comme une zone particulièrement bonne sur le plan du climat. Et il y a les zones humides de l'Est qui jouent quand même un rôle là-dedans. Voilà. Alors, M. Fleury, stocker le carbone, lutter contre les épisodes de sécheresse, atténuer les effets des inondations, des événements extrêmes climatiques. Voilà quelques rôles des zones humides. La République démocratique du Congo dispose donc de quelques zones humides, M. Fleury vient de le dire, l'Est du pays, mais aussi l'Ouest avec Mwanda par exemple. On a beaucoup de zones humides qu'on a découvert dans la cuvette centrale, dans ce que nous appelons la cuvette centrale.
ce sont des trésors écologiques inimaginables. Et par là, la RDC, donc un pays de grands enjeux, mais qui a aussi des défis à relever, nous l'avions dit. Monsieur Fleury, le développement durable aujourd'hui, c'est penser aux générations présentes, mais aussi et surtout aux générations futures, pour qu'elles aussi puissent avoir la capacité de se développer sans pour autant porter un coup dur à notre environnement, à notre planète. Nous sommes déjà à la 4e année, s'il faut dire ainsi, de la mise en œuvre de ces ODD, les objectifs de développement durable. La lecture que vous faites de ce que fait la République démocratique du Congo pour mettre en œuvre ces ODD, c'est laquelle? La RDC fait beaucoup de progrès alors et de manière très significative. Mais maintenant, sur le plan de mise en œuvre de programmes et de projets, la RDC est encore très tributaire de l'aide internationale et malheureusement, elle ne suit pas toujours les intentions, les bonnes intentions qui sont exprimées dans les grandes conférences internationales. Et c'est ça que je déplore. Et on ne peut pas penser que le fait de prendre les bonnes lois, les bons textes réglementaires, à lui seul va suffire. Ce sont des actions qu'on mène qui vont effectivement permettre à ce qu'on atteigne ces ODD. Par exemple, si nous devons voir, ne serait-ce que l'ODD de réduire le niveau de la famine dans les pays qui sont concernés encore par ce problème. Ça demande le déploiement de toute une politique, d'abord beaucoup d'instruments de réglementation du secteur de la production alimentaire, mais ça demande aussi la mise en œuvre de beaucoup de projets. Et vous savez vous-même à quel niveau notre secteur de production alimentaire souffre de manque de crédit, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas encore mobilisé les financements nécessaires pour permettre d'avancer vers les ODD, ça ne restera que les vœux pieux et ça ne va pas changer grand-chose. Monsieur Fleury, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous avons parlé des zones humides avec comme thème zones humides et changement climatique. C'est donc le thème de la journée mondiale des zones humides, célébrée le 2 février de chaque année. Avec vous, M. Fleury, nous avons parcouru en ce qui concerne les effets même des changements climatiques qui sont adoucis par les zones humides. Alors, que dire à tous ceux qui vous suivent pour boucler cet entretien en ce qui concerne effectivement cette journée mondiale des zones humides axée sur les thèmes zones humides et changement climatique? Je voudrais seulement rappeler à tout le monde un slogan populaire que même notre société doit adopter. L'eau, c'est la vie. L'eau a toujours été le plus grand complice de la vie, pas seulement de la vie de l'homme, mais la vie de tous les autres êtres qui évoluent sur la planète Terre, à partir des micro-organismes les plus élémentaires jusqu'aux organismes les plus complexes que sont les hommes, les grands mammifères, etc. Donc, partout où il y a de l'eau, il y a un grand potentiel de vie. Oui. C'est à nous de travailler, d'agir pour que cette vie puisse toujours abonder et que les générations futures, nos arrière-petits-enfants, dans les 50 ans, les 100 ans qui viennent, puissent retrouver toujours cette capacité d'entretenir la vie qui est extraordinaire aujourd'hui en RDC. Donc nos actions aujourd'hui vont conditionner cette capacité de continuer à préserver la vie le plus longtemps possible dans notre cher et beau pays. Voilà, merci beaucoup M. Fleury. Les grands complices de la vie. Grands complices de la vie. Voilà, donc l'eau, c'est la vie, comme on le dit, et il faut que nous travaillions et nous agissions pour qu'il y ait toujours de l'eau, parce que les sources de vie est complice de la vie. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à Céline Boumba et à Guilhem Mouzembe. Merci également à M. Fleury. Merci, monsieur le journaliste. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi, toujours même heure, même chaîne. Au revoir et à très bientôt.